pour aujourd'hui, on a un programme qui est assez dense justement parce que je voulais vous parler donc des années 30, mais ne serait-ce que la fin des années 30, 36, 39, avec un travail sur les totalitarismes et la guerre d'Espagne, donc la fabrique des exilés. Vous allez voir que mon propos aujourd'hui se divisera en 3 parties. Je voulais faire d'abord un focus sur la France et les étrangers, d'une certaine manière, la France et l'immigration dans ces années 30. On en a déjà parlé la dernière fois, mais là on va se concentrer, vous voyez, sur les années 34-35, évidemment sur l'arrivée du 1936, voir si cela engendre de réelles différences au niveau des politiques d'accueil ou plutôt une forme de continuité. Ensuite, on va travailler bien sûr sur la question des réfugiés juifs dès 1933. Alors, allemands d'abord, et puis à partir de ce qu'on appelle l'Anschluss, vous savez, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par les nazis, et bien de l'arrivée aussi des juifs autrichiens. Donc il y aura un travail aussi là-dessus. Et puis bien sûr, ça sera quand même une partie assez importante de ce cours, la question donc de l'exil espagnol. Et un exil espagnol, vous allez le voir, peut-être que vous le savez déjà, qui ne commence pas en 39. On connaît bien sûr la retirada en février 1939, 475 000 personnes qui arrivent d'un coup, mais il y a eu des exils antérieurs, et même dès 1936. Vous avez eu des premiers exils espagnols, on va les voir ensemble. Bon, ici, si vous voulez, pour commencer, pour introduire, je vous ai mis donc une photographie d'arrivée de juifs allemands. C'est une photographie d'une association importante qui a cherché à aider les juifs à se réinstaller sur un certain nombre de territoires qui s'appelle le Joint. Et bon, ici ce sont des juifs d'Allemagne qui arrivent donc en France. Ensuite, une photographie qui me tient un peu à cœur, parce que c'est la photographie de couverture de l'ouvrage que j'ai consacré à l'exil, et qui est une photographie, donc c'est le fonds Germaine Chaumel. J'ai pu contacter sa fille qui m'a autorisé à diffuser donc, et à communiquer ces photographies à la fois dans des livres et dans des conférences. Et c'est une photographie de réfugiés espagnols, vous avez bien vu la date, en 38 et pas en 39. Et là on est plutôt, si vous voulez, sur ce qu'on appelle donc les réfugiés de la Bolsa de Bielsa, c'est-à-dire ces combats qui ont eu lieu en Aragon, avril, mai 1938, avec donc 20 à 25 000 réfugiés qui sont arrivés dans la vallée d'Or, notamment à Rho, Saint-Lary, etc. On verra qu'il y en a beaucoup en fait qui sont repartis pour continuer à combattre en passant par le Perthus et en rejoignant la Catalogne. Et ensuite, je voulais vous présenter cette photo qui est une photo iconique de la retirada et de l'exil espagnol. Je voulais vous la présenter pour 2 raisons. Première raison, c'est que cette photo a inspiré des monuments mémoriels. Là, donc, vous en voyez un, il y en a un qui est à Toulouse et il y en a un qui est justement dans le Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, on en sait un peu plus en fait sur l'identité de certains des personnages de cette photographie. Alors, le monsieur que vous avez au premier plan, là, c'est donc le père des enfants que vous avez en arrière-plan, qui s'appelle Mariano Gracia. Nous sommes là dans le col d'Arès, et il y a une colonne donc de réfugiés qui essayent d'entrer en France. La photo, on n'en connaît pas l'auteur. Par contre, de mémoire, je crois que c'est dans une collection Roger Violet. Ici, vous avez donc la fille de Mariano Gracia qui s'appelle Alicia, qui, vous l'avez vu, donc, est mutilée, qui a perdu sa jambe gauche. Et à noter que ces enfants ont perdu leur mère dans un bombardement qui a eu lieu en Aragon, et le bombardement est le fait de l'aviation italienne. Et évidemment, la participation des Italiens et des Allemands à la guerre civile espagnole, c'est un point aussi sur lequel nous allons revenir. Ensuite, ici, vous avez le petit Amédéo qui également a été mutilé. Et ce personnage-là, on s'est longtemps demandé qui c'était. Était-ce un Espagnol? Était-ce un Français qui aidait les réfugiés espagnols? Et on sait maintenant que c'est un Français qui s'appelle Thomas Coll et qui est venu, comme d'autres, aider les réfugiés espagnols en train de passer la frontière. Il se trouve que c'est un ancien soldat et un invalide de guerre, ce Thomas Coll. Bon, voilà pour cette photographie. Allez, on avance
maintenant un petit peu. Et là, je voulais donc travailler sur la France des années 30, la France vis-à-vis donc des étrangers dans ces années 30. Alors on a déjà parlé la dernière fois. Ici vous avez un document, on va voir deux documents de cet auteur. Vous l'avez, je ne sais pas si vous le voyez en haut, Ernesto Caporali, oui ça se voit. Donc un immigré italien qui s'est installé en France au début des années 20 et qui va avoir une fonction importante au sein de la CGT, c'est décrit là dans la légende. Et c'est quelqu'un qui va avoir quand même un discours, vous allez le voir dans ce texte et puis dans le texte suivant, relativement critique vis-à-vis de la politique des gouvernements des années 30 en France, et y compris sous le Front populaire. Alors, ici donc, il évoque ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que même au sein de partis politiques de gauche, même au sein des syndicats de gauche, il y a une forme de xénophobie qui était là sur le territoire français. Donc là, il évoque, vous voyez, quelques panicards qui se flattent d'être de gauche, de crier contre cette intrusion des étrangers dans le mouvement syndical français. Il faut savoir qu'il y avait une partie du mouvement syndical français, notamment la CGT, qui dénonçait le fait qu'il y ait des sections autonomes étrangères au sein de la CGT et qui préféraient avoir en fait ces étrangers confondus dans l'ensemble du mouvement syndical. Ici, bien, vous avez justement une délégation tunisienne dans le cortège donc, du 14 juillet à Paris en 1936. Il faut savoir qu'il y a des mouvements tunisiens, marocains, algériens qui se sont associés au Front populaire de 1936 et notamment le mouvement de africaine de Messali Hadj. Et vous allez voir que le Front populaire vis-à-vis de Messali Hadj va avoir une politique, on va dire, assez hostile à partir donc de 1936-1937, on va y revenir. Bon, voilà pour cette première diapositive. Après, je voulais enchaîner. Voilà, c'est très long, mais je vais vous montrer où les passages donc importants se trouvent. Alors, vous avez vu au début, on est toujours avec Ernesto Caporali. Il écrit dans Le Peuple, qui est l'organe quotidien du syndicalisme et bon, surtout l'organe quotidien de la CGT. Et ici, vous voyez, il part d'un préambule où il dit « La France a dit, un personnage consulaire de la République démocratique, est la dernière tranchée de la liberté avec un L majuscule. En cela, et cela est vrai, car depuis 20 ans affluent dans ce pays hospitalier les proscrits des quatre coins de l'horizon. » Donc là, si vous voulez, il décline toutes les nationalités qui se sont installées durablement ou qui sont passées provisoirement par la France. Donc là, vous avez tout le déroulé ici. Par contre, on va arriver à une partie, vous voyez, un petit peu plus critique, qui est ici. Alors, l'avènement du premier gouvernement de Front populaire. Là, peut-être un point d'explication. Ce qu'on appelle le Front populaire, qui commence donc avec Léon Blum, en 1936, a eu en fait une direction donc socialiste avec Léon Blum, puis après une direction radicale avec un certain Camille Chotan, puis Léon Blum est revenu aux affaires, grosso modo fin 37, début 38, et là arrive un nouveau radical qui s'appelle Édouard Daladier. Et Édouard Daladier va avoir vis-à-vis des réfugiés, vis-à-vis des immigrés, une politique vraiment beaucoup plus, si vous voulez, sévère, drastique que Léon Blum et même Camille Chotan. Mais là, on est quand même, regardez, 14 avril 38, Édouard Daladier vient de s'installer. Voilà ce que dit Ernesto Caporali. Nous avait donné donc le premier Front populaire, celui de Léon Blum. Nous avait donné les plus grands espoirs que cette œuvre serait poursuivie en attendant les bienfaits du projet de loi Moutet, Marius Moutet, le ministre des colonies à l'époque, ou de ceux plus mirobolants du statut juridique qu'on avait annoncé. Encore une fois, nous avons eu la plus amère des désillusions. Non seulement aucune ou presque des expulsions pour motifs politiques aux syndicaux ne fut rapportée, mais d'autres vinrent s'ajouter à celles d'antan. Alors, on le verra tout à l'heure, bon là il est très critique, il faudra qu'on nuance, il y a quelques mesures qui ont été prises par le Front populaire favorables aux étrangers et aux réfugiés, mais ça n'a pas été une politique vraiment cohérente, vraiment suivie. Il y a eu de temps en temps quelques décrets-lois favorables,
mais pas de politique d'immigration réelle. Par ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait maintenant un certain temps, vous vous rappelez de la loi sur la protection de la main-d'œuvre nationale de 1932, eh bien, le Front populaire, y compris celui de Léon Blum, a continué à publier des décrets d'application de cette loi durant donc le mandat du Front populaire, on va dire le plus à gauche. Bon, si vous voulez, la conclusion, là, elle se trouve un peu ici. Les projets d'hier sont-ils lettres mortes? La centralisation des services de l'immigration, le statut légal des étrangers, la commission qui devait soustraire à la police le sort de l'expulsé en lui donnant le droit de se défendre, tout cela est bien enterré. Donc il y a vraiment une amertume qu'on retrouve chez Caporali, mais chez d'autres étrangers de l'époque qui ont eu un véritable espoir avec l'arrivée du Front populaire et qui en ont été relativement déçus. Vous avez un historien dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Ralph Shore, qui a beaucoup travaillé sur l'immigration, notamment cette immigration des années 30, qui parle de pusillanimité, de manque de courage, de manque d'audace de la gauche victorieuse en 1936 vis-à-vis de cette question donc, de l'immigration. Bon, allez, on avance un petit peu. Là, vous avez des extraits de textes divers et variés que je suis allé chercher dans le livre de Janine Ponti, donc l'immigration dans les textes. Alors c'est un petit florilège, mais qui donne une petite idée de l'ambiance de l'époque. Regardez ici, nous sommes avec Roger Salengro, ministre de l'Intérieur bien connu du début du Front populaire, et le 2 octobre 1936. Et là, il évoque en fait des mesures prises face à des manifestants, des grévistes, à Moyeuvre-Grande. Moyeuvre-Grande, c'est en Moselle, et pour vous donner une idée de la situation dans ce bassin industriel et minier, c'est un bassin où vous avez à la fois des mines de fer et des industries donc, qui produisent de l'acier. Et si on regarde entre 1931 et 1936, dans ce bassin industriel, on est passé de 9000 ouvriers à 6000. Il faut tenir aussi une information là importante, c'est que 70% des ouvriers sont d'origine ou bien de nationalité ou polonaise ou italienne. Donc il y a évidemment beaucoup de ces travailleurs qui sont, rappelez-vous, soit expulsés, soit licenciés, les deux à la fois souvent, et là les mesures qui vont un peu mettre le feu aux poudres là l'été et l'automne 1936, c'est que, bon, hormis ceux qui ont été licenciés, les salaires sont baissés en moyenne de 10% pour tous les ouvriers du bassin, et puis on décide même, les patrons décident même d'imposer des jours de chômage. Alors regardez, il y a une règle un peu étonnante concernant ces jours de chômage, c'est 1 jour par semaine pour tout le monde, mais pour les célibataires, quelle que soit leur nationalité, et par contre pour les étrangers, c'est 2 par semaine. Donc imaginez, ça fait quand même donc au moins 8 jours de perdus par mois, et donc évidemment, au niveau des salaires, ça a un impact très négatif pour tous ces travailleurs. Bon, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, les décrets concernant la protection de la main-d'œuvre nationale qui continuent à être publiés. Voilà. Ici, eh bien, la dissolution de l'association de Messaliage, l'Étoile Nord africaine, alors qu'on considère à ce moment-là comme une espèce de milice privée. Les communistes sont assez favorables à cette dissolution et ils qualifient Messaliage de trotskiste et même d'organisation fasciste. Bon, en fait, ce qui lui coûte cette dissolution, c'est surtout, peut-être que vous le savez, qu'il s'oppose à un projet d'accès à la citoyenneté de 20 000 à peu près Algériens, alors qu'on appelle des Français musulmans, entre guillemets. C'est le projet Blum-Violette de 1936. Lui aurait souhaité en fait une généralisation de la citoyenneté à un panel plus large d'Algériens. Et donc cette opposition lui coûte cette interdiction de vivre aussi sur le territoire français. Je vous l'avais signalé aussi le discours de Maurice Thorez. Retenez bien le slogan qui est ici, parce que tout à l'heure, on va le retrouver, mais dans d'autres bouches.
donc la France aux Français, et il précise bien quand même, nulle xénophobie ne nous anime quand nous crions ce slogan. On est donc au Vélodrome d'hiver, bon, en septembre 1937. Bien ici vous avez deux personnalités, Paul Loeffler, Ernesto Caporali à nouveau, qui évoquent donc leur déception par rapport à cette politique du Front populaire. Regardez, Paul Loeffler, pour moi personnellement le Front populaire n'a rien changé. Ce n'était pas fait pour les étrangers mais pour améliorer la situation des Français. Caporali, les parents pauvres que nous sommes, donc à se taire. Il concluait que l'union de la gauche avait représenté pour les étrangers la plus amère des désillusions. C'est peut-être le terme qu'on revoit le plus souvent, cette idée de déception, de désillusion. Je vous l'avais dit, on peut être expulsé des fois pour pas grand-chose à cette époque-là. Vous voyez, là vous avez un Allemand, Otto Stadmann, il est expulsé pour vagabondage. Bon, voilà, il y en a beaucoup à cette époque-là. Ah, alors, le climat, c'est aussi, parce que là, on a beaucoup parlé de la gauche, mais il y a une droite et il y a une extrême droite, très puissante à l'époque. Rappelez-vous du 6 février 1934, de la tentative, notamment de prise de l'Assemblée nationale. Là, vous avez, c'est un texte les plus connus, de la xénophobie ambiante des années 30. C'est un texte donc de Henri Béraud. Henri Béraud, ça s'intitule « La France à tout le monde ». Bon, je vous en lis quelques passages. Peut-être que les passages les plus agressifs sont ici. Sommes-nous le dépotoir du monde ? Par toutes nos routes d'accès, transformées en grands collecteurs, coule sur nos terres une tourbe de plus en plus grouillante, de plus en plus fétide. C'est l'immense flot de la crasse napolitaine, de la guenille levantine, des tristes puanteurs slaves, de l'affreuse misère andalouse, de la semence d'Abraham et du bitume de Judée. C'est tout ce que recrachent les vieilles terres de plaies et de fléaux. Bon, enfin, ça continue comme ça tout le texte. Il faut savoir que Henri Béraud, c'est un prix Goncourt, 1922, l'auteur de ce texte. C'est quelqu'un qui a été aussi reporter de presse. Il est allé à Moscou en 1925, il a écrit un reportage qui a été publié, qui s'intitulait « Ce que j'ai vu à Moscou ». Et à partir en fait du début des années 30, il va donc régulièrement écrire dans cet hebdomadaire qui s'appelle Gringoire. Alors, Gringoire, je voulais vous en dire un mot. C'est un hebdomadaire qui a été créé par quelqu'un qui s'appelle Horace de Carbuccia. Et Horace de Carbuccia, c'est le parent de Jean Chiappe. Alors Jean Chiappe vous dit peut-être rien, mais Jean Chiappe, c'est le préfet de Paris. En février 1934, ce préfet de Paris connaît ce qu'on appelle à l'époque une mutation, promotion, sanction au Maroc, le 3 février 1934, et c'est l'étincelle du 6 février, en fait. Cette décision prise par Édouard Daladier. D'accord, le fait d'envoyer Jean Chiappe, qui était proche des milieux de droite conservatrice, au Maroc. J'ajoute sur Henri Béraud que c'est quelqu'un qui a quand même sacrément dynamisé l'hebdomadaire Gringoire. L'hebdomadaire Gringoire, sur la fin des années 20, début années 30, c'est à peu près 150 000 exemplaires. Quand Henri Béraud arrive et un certain Philippe Henriot, voix de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, le tirage monte à 550 000. Et il se trouve que Henri Béraud va continuer dans sa dynamique pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous pensez bien que donc il va avoir quelques problèmes à la fin de la guerre. Il est condamné à mort, mais la peine est commuée par le général de Gaulle en travaux. Alors, au début forcé, puis en fait c'est en peine de prison. Donc il s'en sort à la fin de la guerre. Voilà pour Henri Béraud. C'est un texte très important pour la question de la xénophobie dans les années 30. C'est un texte qu'on montre souvent aux élèves, y compris au lycée. Donc ici, vous avez d'autres éléments sur un petit peu le climat, et je voulais insister aussi là-dessus avec vous. Vous avez, pendant ces années 30,
on va dire, des éléments de politique extérieure qui viennent intervenir dans la société française. Il y a notamment deux choses qui ont lieu. Ce sont des agents de l'URSS soviétique qui viennent régler leur compte à des Russes blancs, et notamment des anciens militaires. Et là, vous avez notamment le général Miller, qui est donc assassiné à Paris. Il y a eu d'autres exemples d'agents donc de la Russie blanche qui sont assassinés par les services soviétiques. Et puis, c'est peut-être plus connu encore, c'est l'assassinat de ces deux frères, les frères Rosselli. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Là, je m'arrête quand même un petit peu là-dessus. Les frères Rosselli, alors il y en a un qui est quand même plus connu, donc il y a Carlo et Nello. Carlo, c'est quelqu'un qui est arrivé dans les années 20 en France. C'est un socialiste et qui se rapproche assez vite de personnalités qu'on a déjà signalées, comme Luigi Campolonghi, je vous en avais parlé. Ils admirent tous un certain Filippo Turati, et il se rapproche aussi de Silvio Trentin. C'est quelqu'un qui a, sur le plan en fait de l'idéologie, qui est quand même dans une forme de je sais pas, de centre, si vous voulez. Il écrit un livre qui s'appelle Le socialisme libéral, qui est publié en 1930, qui a un certain succès. Il le publie d'abord en français, puis après c'est traduit en plusieurs langues. Par contre, c'est quelqu'un qui, hormis son activité, si vous voulez, intellectuelle, d'écrivain, va être très très engagé, parce que quand la guerre d'Espagne va commencer, il a une famille, femme, enfant, il y va, et il crée une colonne qui s'appelle la colonne Ascaso, dès août 1936. Il veut même créer une brigade qu'il veut appeler la brigade Matteotti. En novembre 1936, il est à la radio en Espagne, et il a cette phrase, il dit « Aujourd'hui en Espagne, demain en Italie ». C'est quelqu'un qui est persuadé que le combat contre le fascisme va devoir se décliner dans tous les pays européens, en tout cas par tous ceux qui sont concernés par des régimes fascistes. Bon, on est en novembre 1936, il a quelques soucis de santé, il vient en France au printemps 1937. Et là, il fait une cure thermale à Bagnoles de l'Orne, c'est en Normandie, et son frère cadet le rejoint, Nello. Nello, c'est un historien du Risorgimento, de la Renaissance italienne de la fin du 19e, qui essaye de faire des comparaisons entre le Risorgimento et les opposants italiens au fascisme et à Mussolini. Ils sont assassinés, les deux, le 9 juin 1937, et ceux qui sont à l'origine de l'assassinat sont les membres de la Cagoule. La Cagoule, c'est le comité secret d'action révolutionnaire. C'est un groupuscule violent d'extrême droite. Il se trouve que le procès, on va dire, est rapide et surtout n'est pas d'une grande efficacité, puisque la plupart en fait, des responsables ne sont pas condamnés, pour une raison qui est plus politique et diplomatique, c'est qu'en fait, cette cagoule avait travaillé sur ordre, et sur ordre d'un certain Mussolini. Et donc vous savez que la France, toujours, à ce moment-là, est dans l'idée, on le verra avec l'Espagne de Franco aussi, de conserver une forme de neutralité de l'Italie, de l'Espagne ensuite, par rapport au conflit qu'on imagine avec l'Allemagne. En fait, les responsables seront vraiment jugés et condamnés en 1948. Le procès, il va y avoir un nouveau procès en 1948. À noter que l'un des principaux responsables, il s'appelait Jean Filiol, il a été condamné par contumace parce qu'il s'était échappé dans un autre pays, et précisément en Espagne franquiste. Voilà, et c'était en 1948. Bon, voilà pour les frères Rosselli, on était ici donc en 1937. Bien, oui, alors maintenant, être un petit peu quand même dans la nuance vis-à-vis du Front populaire, et notamment celui de Léon Blum. Vous avez ici, regardez, un tableau sur l'effectif des ouvriers dans les houillères du Nord-Pas-de-Calais. Regardez ici donc les effectifs globaux, et on sent bien, vous savez, les effets de la crise. Là, regardez comment ça décroît à partir de 1932. Vous vous rappelez que
on a dit que pour la crise économique, ça avait été brutal dès 1929 aux États-Unis et en Allemagne, mais que pour la France, ça avait été plus progressif et que finalement, c'est surtout à partir de 1931 qu'on en a ressenti les effets. Vous voyez que les effectifs globaux, évidemment, décroissent, mais c'est la même chose, bien sûr, ici, on le prend pour les effectifs étrangers, dont les Polonais. Mais ce qu'on peut observer, si vous voulez, c'est qu'à partir de 1936, il y a une espèce de petite reprise, vous voyez, là, qu'on peut quand même relier à l'élection donc du Front populaire du début de l'année 1936. Bon, c'est un premier élément qui permet de nuancer. Après, je vous signale qu'il y a eu quand même plusieurs décrets pris en juillet 1936, en septembre, en octobre, qui essayent de limiter vraiment au cas les plus problématiques, les expulsions et les refoulements à la frontière, qui cherchent aussi à faciliter le regroupement familial, notamment des réfugiés allemands. Enfin, il y a quelques mesures quand même qui vont dans le sens plutôt des étrangers et des réfugiés à cette époque donc, du premier Front populaire. Mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de politique suivie, il n'y a pas de politique cohérente, il n'y a pas de politique globale vis-à-vis de cette question. Un texte que j'apprécie aussi, que j'aime bien proposer, nous sommes en 1937, congrès de la SFIO à Marseille, et donc 1937, il y a deux éléments dont Léon Blum ici parle, c'est à la fois bien sûr les réfugiés allemands qui continuent à essayer de venir en France, et c'est aussi les premiers réfugiés espagnols. Les réfugiés espagnols, il y en a dès août 1936. Et là, il a, je trouve, quelques expressions qui sont intéressantes. Regardez ce qu'il dit. Pour moi, je me fais des choses, une idée que vous allez peut-être trouver bien simple, bien rudimentaire, mais je ne peux pas me le représenter autrement. Vous êtes chez vous la nuit, à la campagne, à quelques kilomètres de là, éclate un cataclysme naturel, une catastrophe naturelle, soit l'incendie, soit l'inondation. Des hommes sont là, des femmes sont là, des enfants sont là, qui fuient à travers champs, demi-nus, tremblant déjà de froid, menacés par la faim. Votre maison est peut-être déjà pleine, c'est possible, mais quand ils frappent à votre porte, vous la leur ouvrez et vous ne leur demandez pour cela ni leur pièce d'état civil, ni leur casier judiciaire, là ils pensent évidemment à la question des expulsions, ni leur certificat de vaccin. Il y a là un devoir élémentaire, je dirais presque, si les mots n'avaient pas l'air de jurer ensemble, d'humanité animale. C'est cette expression qui est restée de ce texte, cette humanité animale, et évidemment, il insiste sur cette question du droit d'asile dans ce discours de 1937. Bon, voilà un peu la première partie que je souhaitais faire. Le 30 janvier 1933, vous voyez qu'il serre la main du président de la République de l'époque, donc le maréchal Hindenburg, et vous savez aussi que très très rapidement, il va mettre en place donc une législation qui est à la fois très dure vis-à-vis des opposants politiques. Je rappelle que le premier camp de concentration date de mars 1933, il arrive au pouvoir le 30 janvier. Premier camp donc en mars 1933, destiné plutôt aux opposants politiques, syndicalistes, opposants politiques socialistes et communistes. Et puis après, vous connaissez bien sûr toute la politique antisémite qui va se développer. Alors là, vous avez un petit document qui retrace une partie de cette législation antisémite. Dès le 1er avril 1933, on a des magasins juifs qu'on devine sur un certain nombre de photographies de l'époque. Après, vous avez dans les écoles, dans les universités. Les lois qui restent quand même les plus connues, vous savez, c'est les lois de Nuremberg, donc de 1935. J'en avais dit un bon la fois dernière, la loi notamment sur la protection du sang et de la race allemande, la loi sur la citoyenneté allemande qui va exclure en fait les juifs de la citoyenneté allemande. Et puis après, vous aurez effectivement d'autres législations antisémites qui vont se succéder. Sur ce moment, 9-10 novembre 1938, ce qu'on appelait la nuit de cristal, qui est un tournant, les violences contre les juifs. Et cette nuit de cristal va toucher aussi bien des juifs présents en Allemagne au moment donc, de ces pogroms que des juifs en Autriche. Bon, là, il y a quelques citations de juifs qui sont
qui ont réussi à s'exiler, notamment celle-ci de Joseph Ross à Stefan Zweig. L'Allemagne est morte, pour nous elle est morte, on ne peut plus compter sur elle, ni sur sa bassesse, ni sur sa grandeur, ce fut un rêve. Ouvrez enfin les yeux, je vous en prie. Il y a, pour une partie des intellectuels juifs qui quittent l'Allemagne en 1933, ils essayent de convaincre, d'encourager ceux qui pensent rester, ceux qui ont encore confiance. Il faut savoir que dès 1933, vous en avez 37 000 à 38 000 qui partent. Ensuite, entre 34 et 38, c'est 25 000 par an qui quittent l'Allemagne. Et après, forcément, à partir de 1938, là, après la nuit du cristal, sur novembre-décembre, il y en a beaucoup, ça fait remonter le chiffre à 37-38 000 pour 1938. Et là où il y a le plus de juifs qui quittent l'Allemagne, c'est en 39, 77 000. Et après, vous savez que ça va se refermer. Ils ne pourront plus partir et évidemment, pour beaucoup d'entre eux, ils seront déportés. Ici, sur le plan international, qu'est-ce qui est décidé pour venir en aide à ces... Dans un premier temps, issus d'Allemagne, à partir de 1933, puis après d'Autriche. Alors il y a plusieurs conventions qui sont décidées. Je vous rappelle qu'il y a l'Office international Nansen qui est créé en 1930, et il y a une convention qui est donc rédigée en 1933 concernant le statut international des réfugiés. L'idée est en fait d'élargir un petit peu les nationalités qui pourraient être concernées par la protection. Et vous savez que dans les années 20, c'était les Russes, c'était les Arméniens, c'était les Assyro-Chaldéens. Mais là, on pense sérieusement, évidemment, à ajouter les Allemands, sachant qu'en plus, l'Allemagne nazie quitte la SDN en octobre 1933. Et donc il y a vraiment une urgence pour les populations allemandes, juives, qui souhaitent quitter le pays, d'avoir une protection juridique. Alors, il y a plusieurs réunions. Il faut savoir qu'en 1933, suite à cette convention, vous avez un haut commissariat pour les revenants d'Allemagne qui est créé. Premier, James MacDonald. Se situe normalement toutes les institutions de la SDN, mais est basé à Londres. A priori, c'était pour pas froisser Hitler, mais c'était surtout parce qu'il y avait certaines autorités suisses qui ne voulaient pas de ce haut commissariat à Genève. James MacDonald, il a assez vite démissionné, il a commencé en 1933, il démissionne en 1935, et en fait, ce qu'il fait essentiellement, c'est de favoriser l'émigration des Juifs vers la Palestine. C'est ça qu'il essaye de faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les autres pays ne veulent pas des Juifs. Et vous allez voir que ça va se concrétiser, cette politique-là de non-accueil, avec notamment la conférence d'Évian, qui a lieu en 1938. Bon, j'avance un peu. Bon, là, vous avez justement la lettre de démission de James MacDonald. Ici, vous avez une petite idée des pays vers lesquels partent donc les populations juives provenant d'Allemagne et aussi donc d'Autriche à partir de 1938. Et ce que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est que à partir de 1936, les départs vers la Palestine vont considérablement se ralentir pour deux raisons. D'abord, il y a une grande révolte arabe qui touche Palestine, mais aussi donc les territoires voisins de ce qui est aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie, qu'à l'époque on appelait la Transjordanie. Et puis vous allez avoir aussi les Anglais qui vont mener une politique un peu de freinage de l'immigration juive en Palestine. Il va y avoir un livre blanc qui va être publié en 1939, où ils disent en 1939, on accueillera sur 5 ans, c'est-à-dire 39 à 44, uniquement 75 000 juifs. Ils n'arriveront même pas à ces 75 000 sur la période 39-44. Bon, vous signalez quand même que à la suite de la démission de ce James MacDonald, c'est un Anglais qui prend la suite, il s'appelle Sir Neil Malcolm. Et en fait, lui, ce qu'il propose, ça vous, je pense qu'on en avait parlé, ça sera un souvenir de ce qu'on a fait la dernière fois, il propose d'envoyer tous les Juifs sur l'île de Bornéo. Bon,
ça n'a pas un grand succès. Je vous signale qu'au même moment, je vous en avais parlé, les Polonais sont en discussion avec les Français pour envoyer les Juifs qui se trouvent en Pologne à Madagascar. Et puis, vous savez que c'est un projet qui va être repris par les nazis, hein, ça plus tard, envoyer les Juifs à Madagascar. Et puis après, il y a d'autres pays qui sont proposés, l'Angola, la République dominicaine, le Kenya. Bon, voilà. Donc là, on est ici surtout dans l'illustration de ce qu'on appelle le non-accueil. Qu'est-ce que ça donne en France? Alors en France, vous avez, alors tout à l'heure, on a vu avec Henri Béraud une xénophobie quand même extrêmement violente. On a aussi un antisémitisme hein, qui est là, qui n'a pas disparu depuis la Dreyfus. Et donc là, par exemple, vous avez Maurice Herblay. Alors la Libre Parole, vous savez que c'est le journal d'Édouard Drummond, qui s'était particulièrement illustré pendant l'affaire Dreyfus. Et donc là, regardez, pour tout Français un peu clairvoyant, il apparaît que les forces judéo-maçonniques, parce que bien sûr, parmi les ennemis, il y a aussi les francs-maçons, qui dirigent actuellement notre pays, entretiennent savamment l'indignation et l'hostilité à l'égard du dictateur Hitler. Alors là, on va rentrer un peu plus dans les mots très connotés. Le Youpin, chassé d'Allemagne, prépare avec le Youtre de France une prochaine guerre contre le monstre Hitler. Et il se place naturellement sous la bienveillante protection de l'armée française, certainement digne de rôles plus nobles. Bon, regardez après la suite. Hein. Le poilu de France ira se faire tuer pour défendre la précieuse peau de quelques orientaux haineux par des hommes qui ont su se débarrasser de cette vermine, mais qui l'ont malheureusement rejeté sur un pays qu'ils considèrent comme suffisamment gangrené pour ne plus pouvoir émettre la moindre protestation. Les hitlériens ont-ils entièrement tort? Donc vous voyez le genre de texte. Ce qui va donner, j'en profite un petit peu au niveau biographie, un asile des Juifs d'Allemagne qui va être, comme Vicky Caron le dit, c'est un livre qui est paru en 2008, assez incertain, avec parfois en fait la France qui va être un pays de transit hein, pour un certain nombre de Juifs. Une autre publication où là vous avez donc une caricature antisémite, on retrouve ici Léon Blum qui est caricaturé. Et puis là, on va dire un scandale de l'époque. Il se trouve que dans un discours, Max Dormoy qui est le ministre de l'Intérieur qui va succéder à Roger Salengro. Vous savez que Roger Salengro va se suicider à la fin de l'année 1936 suite à une campagne calomnieuse terrible qui considère qu'il a été soi-disant déserteur pendant la guerre 14-18. Et le leader de cette campagne calomnieuse, c'est le fameux Henri Béraud que vous avez vu tout à l'heure, qui a un grand rôle dans le suicide de Roger Salengro. Bon, en tout cas, son successeur Max Dormoy, à la tribune de l'Assemblée nationale, sur un discours, il considère simplement que finalement, il y a une forme d'égalité entre toutes nos existences, il y a une égalité entre toutes les vies humaines, et il a cette phrase qui va créer un scandale, notamment dans la presse d'extrême droite, patriote originaire de toutes les nobles provinces françaises, vous laisserez-vous ainsi insulter par les plats valets des Juifs, des trousseurs de l'épargne, non content de pousser à la révolution et à la guerre mondiale, les embusqués vous insultent, et qu'est-ce qu'on retrouve? La France aux Français. Et vous voyez que c'est un slogan décidément qui occupe un panel quand même assez large sur le plan politique à l'époque. Bien, comme d'habitude, j'essaye aussi de vous montrer quelques documents, on va dire, plus locaux. Là, nous sommes dans les archives départementales des Hautes-Pyrénées. Et là, j'étais tombé sur ça, je voulais vous en faire part. Regardez, nous sommes donc en 1933, ici. Et là, vous avez en fait le président de l'Office palestinien, donc c'est une organisation juive, qui propose au préfet des travailleurs juifs dans l'agriculture. Alors, il faut dire qu'à l'époque, pour les dirigeants français, mais même pour la population française, les juifs qui arrivent sont forcément des intellectuels, des écrivains, des avocats, des médecins. Rappelez-vous des lois pour protéger les médecins et les avocats à l'époque. Et ce qui se passe du côté en fait, des organisations juives, c'est qu'ils se disent que l'on aille en France ou dans d'autres pays, pas seulement la France, ou que l'on aille en Palestine, il va falloir peut-être, pour un certain nombre d'entre nous, de changer de métier. Parce qu'en France,
des intellectuels, des écrivains, des médecins, des avocats, ils n'en veulent pas. Par contre, ils veulent des agriculteurs. Alors, ce que proposent ces organisations, c'est de former ces populations donc, qui cherchent refuge à l'agriculture et les embaucher dans des départements comme le nôtre. Et alors, ce qui est intéressant, et se former à l'agriculture, c'est peut-être aussi travailler 2-3 ans ici dans les Hautes-Pyrénées, et puis après, partir en Palestine et participer, vous savez, au mouvement des kibbutzim et des différents villages donc d'agriculteurs qui se sont installés dans les années 1930 en Palestine. La réponse, elle est étonnante parce que on vous dit donc ici, les travaux agricoles ne sont pas très urgents et les propriétaires ont généralement une tendance à réduire tous leurs frais. Les offres d'emploi dans l'agriculture sont en ce moment presque nulles. Et après, finalement, il explique, vous voyez, que les propriétaires arrivent à trouver de la main-d'œuvre dans la famille et que finalement, actuellement, on n'a pas tant besoin d'étrangers. Alors que chaque fois qu'on voit d'autres documents, on nous dit on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de main-d'œuvre. Bon, voilà, c'est un peu étonnant. Après, ici, vous avez autre chose, donc on est toujours en 1933, alors c'est assez petit là, mais c'est cette partie-là que je vais vous lire. Il est quand même écrit il m'a été signalé un assez grand nombre d'étrangers venant d'Allemagne, nécessitant notre frontière et s'autorisant la qualité de réfugiés politiques, demandant l'accès à notre territoire et le droit d'y séjourner. Il importe de ne pas céder à de pareilles sollicitations. Qui peuvent avoir le double inconvénient d'accueillir en France des éléments indésirables et de compromettre l'installation des réfugiés déjà sur notre sol. On est en 1933, on est 2 mois après l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Je voulais vous montrer ce document pour vous dire que malgré les risques, évidemment les dangers très rapidement que les Juifs donc, connaissent en Allemagne, il n'y a pas un accueil, si vous voulez, qui est tout à fait organisé et volontaire du côté des dirigeants français. Ici, l'autre document que je voulais vous présenter, c'est qu'on est en 1934 et on explique là aussi au préfet qu'il faut faire attention parce que dans les migrants provenant d'Allemagne, il pourrait y avoir un certain nombre d'agents provocateurs, d'espions. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent pour essayer de limiter les arrivées. Et là, donc, on est... alors, la date, c'est précisément le 6 février 1934. Vous voyez ? Bon, on avance. Et ici, je voulais vous montrer aussi cette circulaire. Roger Salingro, 14 août 1936. C'est très important parce que ça montre un petit peu finalement la philosophie générale concernant l'arrivée des étrangers, l'arrivée des réfugiés, qu'ils soient juifs ou non. Donc, vous avez la première phrase. Le gouvernement français, dans un esprit de haute solidarité humaine, s'est engagé à accorder l'autorisation de séjour aux réfugiés d'Allemagne qui, ayant quitté ce pays dans des conditions diverses, se trouvent actuellement sur notre sol. Bon. Toutefois, il a d'ores et déjà été décidé que la date d'entrée en France à partir de laquelle le bénéfice des mesures envisagées ne pourrait plus être accordé serait celle du 5 août 1936. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir venir en aide à ces réfugiés, leur assurer un hébergement, pourquoi pas un peu d'aide alimentaire, mais en tout cas, ceux qui passent après le 5 août, ils n'auront rien, ils seront refoulés, etc. Et en fait, il faut bien imaginer que 15 jours après, il y a une autre circulaire qui remet en cause ça. Et on est sans arrêt dans si vous voulez, cet aller-retour où on a, pour les préfets, des circulaires où on leur dit on ferme, on ouvre, on ferme, on ouvre. Et c'est ce qui illustre, je pense, un peu la politique générale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique cohérente, il n'y a pas de politique suivie vis-à-vis donc de ce Front populaire, du premier Front populaire. Ici, je vous ai montré un autre document où on a encore un Allemand qui arrive, qui s'appelle Westermann, et dont on suppose que c'est un espion et qui vient là pour renseigner en fait les nazis, etc. Alors son dossier, il y a beaucoup de pages dans son dossier aux archives départementales. Ce qui est quand même comique, c'est que au début c'est un espion et en fait il finit après. Il a été quand même, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup à l'administration. On retrouve beaucoup de ses lettres. Il finit par être engagé dans la Légion étrangère. Alors, vous voyez, pour quelqu'un qui est un espion, bon. Alors, là, un moment
important. Convention donc de février 1938, avec enfin un texte qui avait déjà été ébauché en 1936, qui essaye un peu mieux de définir ce qu'est un réfugié provenant d'Allemagne. Alors, je l'ai ici. Comment on définit ça? Le réfugié provenant d'Allemagne, comme toute personne ayant été établie dans ce pays, qui ne possédait pas une autre nationalité que la nationalité allemande, et à l'égard de laquelle il est établi qu'en droit ou en fait, elle ne jouissait pas de la protection du gouvernement du Reich. Vous l'avez aussi ici au tableau. Donc là, il y a semble-t-il, une prise de conscience, mais le problème c'est qu'il y a très peu de pays en fait qui valident cette définition et qui s'engagent dans l'accueil des réfugiés ainsi définis. Et il va y avoir cette fameuse conférence d'Évian. Alors, quelques mots sur cette conférence d'Évian qui a lieu donc du 6 au 15 juillet 1938. Alors, la conférence d'Évian, elle est convoquée par le président américain, Roosevelt. Elle est convoquée par le président américain parce que le président américain ne veut pas accepter plus de réfugiés juifs, mais il voudrait forcer les Européens et d'autres pays du monde à le faire. Il y a 32 pays qui sont représentés lors de cette conférence d'Évian. Et évidemment, l'Allemagne nazie n'est pas invitée à cette conférence et l'Italie fasciste, par solidarité, n'y va pas non plus. Bon, à quoi sert cette conférence? Eh bien, quasiment à rien. Pourquoi? Vous avez les 32 délégations qui se succèdent au micro pour expliquer qu'ils ne peuvent pas accueillir plus de réfugiés, qu'ils soient juifs ou non, ils ne peuvent pas accueillir plus de réfugiés. Parce que il y en a, alors la France dit on a déjà des Espagnols, on va en avoir de plus en plus, nos capacités donc d'hébergement d'accueil sont saturées. Vous avez, alors celle-là je la suis notée quand même, les Australiens ils disent ceci. N'ayant aucun réel problème racial en Australie, nous ne sommes pas désireux d'en importer en encourageant une large immigration. Bon, c'est un argument. Je rappelle qu'il y a quand même eu la population aborigène qui a été largement donc persécutée et décimée en Australie. Le Canadien dit un seul serait déjà de trop. Bon. Ensuite, les États-Unis, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on a des quotas. Alors les quotas, vous savez, c'est ce qui avait été défini en 1921-1924, qui ont été même revus à la baisse par le président le président qu'on a eu avant Roosevelt, qui était Herbert Hoover, qui a diminué encore de 10%, mais Roosevelt ne les a pas remontés de 10. Hein. Donc par an, c'est 24 000, 25 000 personnes provenant d'Allemagne qui peuvent rejoindre les États-Unis. Il n'y a pas une modification des quotas, que ce soit avant ou après cette conférence. Bon, résultat de la conférence, on crée un comité. Voilà. Alors on crée un comité intergouvernemental des réfugiés, le directeur c'est un ami de Roosevelt, s'appelle Rubly. Bon, il ne va pas être particulièrement efficace, il n'a pas trop de moyens. Et en fait, bon, vous connaissez la situation, c'est-à-dire que là on est en 1938, il y a quand même quelques dizaines de milliers de juifs, on préciserai les chiffres tout à l'heure, qui vont arriver à partir d'Allemagne et d'Autriche. Mais enfin, il y en a 160 000 à 180 000 qui sont piégés en Allemagne au début de la guerre. On a quand même, ça je ne vous l'ai pas dit, lorsqu'Hitler arrive au pouvoir, la population allemande c'est un peu plus de 60 millions de personnes, il y a entre 550 000 et 600 000 juifs. Et vous en avez quand même autour de 400 000 qui arrivent à partir avant septembre 1939. Pour ce qui est de l'Autriche, on va dire que l'exil est plus rapide, puisque je rappelle que l'Autriche est annexée en mars 1938, l'Anschluss, et vous avez dès 1938, vous en avez donc 60 000 qui partent, 60 000 sur 180 000 à peu près juifs en Autriche, et l'année d'après c'est autant. Ça veut dire qu'au début de la guerre, sur les 180 000 juifs que vous aviez en Autriche, il y en a 120 000 qui sont arrivés à quitter donc l'Autriche annexée par les nazis. Bien. Ici, deux petits éléments que je voulais vous indiquer. Premièrement, c'est cette citation de quelqu'un qui théoriquement devait représenter les juifs
lors de la conférence d'Évian, c'était quand même les premiers concernés, mais elle n'a pas eu la parole. Il s'agit d'une certaine Golda Meir, qui va être, comme vous le savez évidemment, première ministre un petit peu plus tard, dans les années 70. Alors regardez ce qu'elle dit, on est ici plutôt en bas, là, vous voyez, c'est là. Golda Meir écrivait à propos de la conférence « Être assise là, dans cette magnifique salle, c'est un grand hôtel d'Évian au bord du lac Léman, dans cette magnifique salle, et écouter les délégués de 32 pays expliquer l'un après l'autre à quel point ils auraient aimé accueillir un nombre important de réfugiés, et comme il était malheureux qu'ils ne puissent pas le faire, a été une expérience terrible. » Ici, vous avez, pour reprendre un peu cette idée, un dessin de presse extrêmement connu qui montre en fait l'espèce d'impasse dans laquelle se retrouvent les réfugiés juifs qui ne peuvent aller quelque part, nulle part. Alors j'ai justement voilà, une autre diapositive que je vous montrerai tout à l'heure. Finalement, cette situation de pouvoir aller nulle part, elle est bien par ce paquebot qui est parti là, du nord de l'Europe et qui n'a jamais pu accoster. Je vous montrerai une carte tout à l'heure. D'abord, on avance chronologiquement, il y a eu la conférence d'Évian et puis il y a ceci, la nuit de cristal, donc 9-10 novembre 1938. Un petit rappel quand même historique, cette nuit de cristal est liée donc à un événement qui a lieu en France. Un jeune juif polonais qui s'appelle donc Herschel Greenspan, qui à Paris donc assassine le secrétaire de l'ambassade d'Allemagne qui s'appelle Ernst von Rass, et cela donc déclenche une vague de pogroms, de violence à la fois en Allemagne et en Autriche. Regardez quand même les conséquences. Ici on est en Autriche, 42 synagogues détruites, 27 juifs tués, des centaines de blessés, 6500 personnes arrêtées. Ici du côté de l'Allemagne, le bilan est plus lourd, 267 synagogues détruites, des violences. On a des déportations, 30 000 hommes à Dachau et à Buchenwald. Bon, une vague de violence évidemment immense. Se rappeler quand même qu'il y a eu une forme de réaction de la société allemande par rapport à ces violences aux yeux de tous, et que Hitler s'est dit, s'il faut aller plus loin vis-à-vis de la communauté juive, il faudra le faire de manière plus secrète. Et évidemment, c'est ce qui va être fait, comme vous le savez, pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, évidemment, un élément important qui concerne les enfants, parce que vous avez vu les conséquences de la nuit de cristal. C'est des enfants qui vont se retrouver orphelins, bon, parce que leurs parents ont été assassinés, ou bien qui vont se retrouver sans parents parce qu'ils ont été mis en camp. Et donc là, il va y avoir quand même une opération lancée par l'Angleterre, on appelle ça les Kindertransport, où vous allez avoir entre 38 et 39, 9 à 10 000 enfants, bon, issus essentiellement d'Allemagne et d'Autriche, qui vont être accueillis en Angleterre. Alors leur parcours, là vous en avez quelques exemples ici. En fait, ils arrivent en Angleterre à Harwich. Après, ils arrivent donc dans une colonie qu'on appelle qui se situe à Dovercourt Bay. Et ensuite, ils sont accueillis dans des familles. C'est dans des familles d'accueil. Je vous signale quand même à ce sujet que on a réfléchi à faire la même chose en envoyant les enfants aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, il y avait déjà des sondages. Et un institut de sondage qui existe toujours, qui s'appelle Gallup, commençait déjà à faire des sondages. Alors, il y en avait sur Coca-Cola, il y en avait sur Roosevelt, et il y en avait aussi sur l'accueil des Juifs. Et donc en 1938, à la question, alors bien sûr sur le panel qui a été interrogé évidemment, mais sur la question faut-il accueillir plus de Juifs aux États-Unis, vous avez 72% des sondés qui disent non, et quand la question porte sur les enfants, c'est 57% qui disent non. Donc, Roosevelt tient compte aussi de cet antisémitisme, ou en tout cas de cette volonté de ne pas accueillir les réfugiés juifs dans son opinion publique. Bien, on poursuit. Ah voilà, l'exemple dont je voulais vous parler, le fameux Saint-Louis. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? On est donc, comme vous le voyez, en mai 1939. Vous avez donc un navire de la compagnie Hamburg America Linie
qui part. Alors, les propriétaires, ceux qui ont assuré donc l'affrètement du bateau, ont laissé partir le bateau, tout en sachant que ça serait compliqué qu'il accoste en Amérique. Il y a à peu près, je ne sais pas si c'est marqué, il y a 937 passagers de mémoire. C'est ça? Et donc, la destination initiale, c'est Cuba. Sauf qu'à Cuba, Cuba a souffert aussi de la crise de 1929 et qu'à Cuba, on n'a pas envie d'accueillir ce millier de réfugiés juifs. Alors, après des négociations assez longues, il y en a qui arrivent à accoster à Cuba. Et puis après, l'idée, pour les gens qui sont dans le bateau, c'est essayer d'aller aux États-Unis. Et donc, ils essayent d'aller à Miami, ils sont refusés. Après, il y a une tentative, je crois, du côté du Canada. Puis ils reviennent en Europe. Mais en Europe, ils sont au port, donc ils reviennent à Anvers. Et personne ne veut les accueillir. Et donc là, il y a une discussion. Il y a 4 pays qui vont se partager à peu près les 900 personnes qui restent. C'est les Pays-Bas, c'est la Belgique, c'est l'Angleterre, la France. Voilà. Mais ça montre bien, si vous voulez, tout illustre bien, je trouve, le dessin de presse d'impasse dans lesquelles se retrouvent un certain nombre de réfugiés dans ces années-là. Bien, j'avance un petit peu. Il va falloir que je fasse donc l'exil espagnol en une vingtaine de minutes. C'est un défi. Alors donc, je voulais partir d'ici et ça comme un fantoche s'appelle Alphonse XIII. Et vous avez un premier moment important. Ce sont les élections donc municipales, vous les avez ici, du 12 avril 1931, qui donnent une très forte majorité aux républicains et aux républicains plutôt de gauche. Suite à cela, vous avez la proclamation de la Seconde République le 14 avril, 2 jours après. Le roi part en exil, ou à Paris. Et après, il va à Avon, en Seine-et-Marne, et puis après, il va en Italie, à partir de 1934. Bon, derrière cette proclamation de la République, vous avez en fait un premier régime avec, vous le voyez ici, Manuel Azaña, qui est aux commandes du pays. Mais au bout de quelques mois, après quand même une proclamation de la République et une constitution qui date de décembre 1931 qui bouleverse le pays. Parce qu'il y a une instauration de la laïcité, le droit de vote des femmes est donc voté, c'est donc bien avant la France. Vous avez le droit au divorce, vous avez aussi le statut d'autonomie accordé à certaines généralités, à certaines provinces, notamment la Catalogne. Ça va avoir un rôle important pour la suite. Bon, on le sait, il y a la guerre civile derrière, l'Espagne est coupée en deux. Et il se trouve qu'en 1933, vous avez plutôt la partie conservatrice qui emporte les élections. Et donc nous sommes dans une république, mais une république qui est plutôt qualifiée de bourgeoise, conservatrice, avec donc le gouvernement notamment d'un certain José María Gil Robles. La conséquence de l'arrivée de la droite au pouvoir en 1933, c'est des tensions assez fortes, et notamment dans les Asturies. Vous avez la création par des mineurs, par des grévistes, de la République socialiste asturienne en 1934, qui est très sévèrement réprimée par un certain général, Franco, associé au général Goded, et il va y avoir 1300 morts à peu près, 30 000 prisonniers politiques, enfin, ça va être une répression dure. 1934. Au même moment, vous avez les dirigeants de la Catalogne qui proclament l'indépendance de la Catalogne. Évidemment, il va y avoir une répression aussi forte et on annule alors, non seulement l'indépendance de Catalogne, mais aussi leur statut d'autonomie dès le début de l'année 1935. Donc déjà, il y a des tensions fortes. En parallèle de ce contexte proprement espagnol, vous avez en 1935 le 7e congrès de l'Internationale communiste qui dit bon, il y a le fascisme qui s'installe dans un certain nombre de pays, il faut, dans chaque pays européen, créer des fronts populaires antifascistes. En Espagne, il s'en crée, en France aussi bien sûr, et il se trouve que c'est ce front populaire en 1936. Entre février 1936 et juin 1936, vous avez 150 attentats
à peu près. Il y a 1400 morts. Donc il y a une violence politique déjà qui précède la guerre civile. Comme souvent, il y a une tension, il y a une situation qui est globale, où il suffit quelque part qu'il y ait une étincelle pour que. Et alors l'étincelle, c'est un double assassinat. L'assassinat d'un garde d'assaut proche du PSOE, du socialiste espagnol, qui s'appelle José del Castillo, qui est assassiné par des membres de l'Union militaire espagnole, proche du général Sanjurjo, notamment de la phalange aussi espagnole. Et puis, en réponse de cet assassinat qui a lieu le 12 juillet 1936, le lendemain, vous avez des membres des gardes d'assaut et des socialistes qui vont assassiner un certain José Calvo Sotelo, qui lui est l'incarnation, si vous voulez, de la droite la plus dure, droite monarchiste, conservatrice, avec quelqu'un qui était connu pour ses discours extrêmement virulents au Cortés. 13 juillet. Vous savez que le coup d'État, décidé donc par un certain nombre de généraux, dont Franco, commence donc dans la nuit du 17 au 18 juillet 1936, et c'est le début de la guerre civile. À signaler concernant les généraux que Manuel Azaña avait peut-être senti que ces généraux en particulier étaient des dangers, puisque Franco avait été muté, après son opération dans les Asturies, là, avait été muté aux Canaries. Le général le général Goded avait été muté aux Baléares. Le général Sanjurjo, qui avait déjà tenté un coup d'État en 1930, était d'abord condamné à mort, puis après on l'avait mis en prison, et puis après on l'avait mis en exil au Portugal. Mais là, à l'occasion du coup d'État, il est revenu. L'erreur peut-être, c'est le dernier, c'est le général Mola, qui est en Navarre. Et si vous vous souvenez du cours de l'année dernière, pour celles et ceux qui étaient là, en Navarre, il y avait les carlistes. Et les carlistes, c'est des conservateurs qui, au début, parce que ça va se compliquer après, sont proches du franquisme. Et donc là, il y a eu la possibilité pour Mola, en lien aussi avec des partisans en Andalousie, de participer donc à ce coup d'État. Bon, c'était très très vite sur cette guerre d'Espagne. Je voulais insister aussi sur la succession des exils. Alors, premier exil, on est dans cette zone-là, on est au début de la guerre. C'est-à-dire, on est en août 1936, on est au Pays Basque, et vous avez donc des villes par les nationalistes, les rebelles, les franquistes. Alors, on ne les appelle pas encore les franquistes à ce moment-là, plutôt les rebelles ou les nationalistes. Et vous avez 15 à 20 000 personnes qui traversent la frontière, vont notamment se réfugier à Hendaye. C'est dans l'urgence la plus totale. C'est la gare d'Hendaye où on accueille, on met des brancards, on accueille des personnes, etc. Et là, la plupart des gens vont très vite repartir. Que ce soit au Pays Basque espagnol, ou alors, ce que je vous ai dit, vous en avez notamment les hommes qui vont traverser ici et repasser par le Pertus du côté de la Catalogne, qui est encore républicaine, pour continuer à combattre. Au 36. Deuxième exil, là on est en 37. Vous avez donc Bilbao qui est prise, juin 37, puis Santander. Et alors là, on a un exil beaucoup plus important, 120 000 à 150 000 personnes qui sont accueillies, alors évidemment, Pays Basque, ce qu'on appelle à l'époque les Basses-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, mais après ça va quand même, quasiment jusqu'à La Rochelle. Hein. Donc là, on a une surface d'accueil beaucoup plus importante. On en accueille aussi dans les Hautes-Pyrénées, mais dans les Pyrénées, là où on va accueillir le plus, c'est du troisième exil, au moment donc, vous voyez, de ces combats en Aragon, et notamment donc la défaite de la 43e division, Bolsa de Bielsa, avec ici donc un accueil du côté de Saint-Lary, d'Aro, à peu près 20 à 25 000 personnes là aussi. Tant que j'y suis, je continue sur le quatrième exil, qui est celui que nous connaissons tous, qui est bien sûr la défaite donc, à Barcelone, 26 janvier 1939. Le 28, des centaines de milliers de personnes se pressent ici. Le gouvernement français, Édouard Daladier, va finir par ouvrir la frontière ce 28 janvier 1939 aux civils. Les hommes, en âge de combattre, qui ont un peu du mal à lâcher en plus leurs armes, on les autorise à passer la frontière que le 5. Mais pendant ce temps, ils se font mitrailler et bombarder. Hein.
de l'autre côté de la frontière, 5 février 1939. Vous le savez, les historiens estiment 475 000 personnes à peu près pour cette retirada de février 1939. Et c'est pas le dernier, puisque vous avez encore, à partir donc de mars 1939, les tout derniers républicains qui ont essayé de quitter la Catalogne, de venir ici, là, qui quittent l'Espagne par Alicante, Carthagène ou Almeria, et qui rejoignent l'Afrique du Nord. Mais, donc ils sont 12 à 15 000 à peu près. L'accueil ne va pas être beaucoup mieux que quand ils vont arriver évidemment sur les territoires français. Il y en a peu évidemment qui arrivent sur le territoire espagnol. Ils n'ont surtout pas, d'ailleurs c'est surtout pas une bonne idée d'y aller puisque c'est évidemment les troupes franquistes qui se trouvent là. Donc la plupart vont quand même aller sur le Maroc français et là ils vont être assez vite mis dans des camps ou au travail. Bon, voilà pour ces différents... un point quand même important, vous savez que cette guerre d'Espagne va fracturer la société française. Vous avez un éminent historien qui est enseigné à Toulouse, qui s'appelait Pierre Laborie, qui disait que la guerre d'Espagne avait rendu la France malade de la peur. Il disait aussi que finalement les Français se battaient par républicains et franquistes ou nationalistes interposés. Il va y avoir une fracture de la société française au regard de la guerre donc d'Espagne. Alors il y a notamment une fracture qui est qu'est-ce qu'on fait? Alors vous avez un certain nombre de dirigeants français, une partie de la presse qui dit alors, on n'aide surtout pas les républicains espagnols. Les rouges, vous avez dans le Semeur par exemple, un journal plutôt classé à droite ici des Hautes-Pyrénées qui parle de Frente Crapular plutôt que Frente Popular. Et la réalité en fait au niveau de l'aide c'est que officiellement c'est la non-intervention. C'est-à-dire qu'on respecte une forme de neutralité, etc. Bon. En fait, il va y avoir, et c'est l'URSS qui va beaucoup armer quand même les républicains espagnols, un trafic clandestin d'armes qui va partir du RSS, qui va transiter par les ports du Havre ou d'Honfleur, qui va traverser la France, puis qui va traverser les Pyrénées. Pour avoir un peu fouillé dans les archives, il y a quand même des journalistes qui font déjà bien leur travail à l'époque et qui voient ce qui est en train de se passer. Il y a des articles qui sortent en disant mais il y a des pièces d'avion qui passent, il y a des munitions, mais en fait la non-intervention n'existe pas. Et les dirigeants de l'époque, notamment Pierre Cot et Léon Blum, au premier chef, ont du mal à évidemment cacher quand même cette vérité. Léon Blum dira en 1945 qu'ils ont pratiqué la non-intervention relâchée. Et il développe en disant ce qui signifie qu'on a organisé presque officiellement la contrebande. Et voilà un peu en fait ce qui s'est passé. Alors bien sûr, les républicains espagnols n'ont pas été aidés dans la même mesure que les franquistes ont été aidés par les Allemands et les Italiens. Parce que là, c'est des armes, c'est des munitions, bon. Mais les Allemands et les Italiens, c'est des hommes, c'est des avions. Il y a quand même 55 000 Italiens qui combattent pendant la guerre civile en Espagne, 15 à 16 000 Allemands. Bon, donc on est quand même sur un autre appui. Bien. Bon, voilà ce qu'on pouvait trouver un petit peu dans la presse plutôt que c'est à droite. Pierre Cot facilite un cadeau d'avion rouge espagnol. Vous voyez comment ces Espagnols peuvent être décrits, donc des tueurs de curés, des assassins de bonnes sœurs. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, c'est le fameux hebdomadaire Gringoire, celui d'Henri Béraud. Bon. Un certain nombre de documents qui évoquent l'attitude qu'il faut adopter ici dans les Hautes-Pyrénées vis-à-vis de ces réfugiés. Et alors donc vous avez, comme dans le reste de la société française, des personnes qui souhaitent aider. Vous avez le secours populaire, le secours rouge espagnol. Vous avez un comité intéressant pour 1938 qui est le comité de soutien de la 43e division de la vallée de la Cinca. Ce comité il est présidé par Gaston Manan, un de ceux qui va refuser de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain parmi les 80 donc en 1940. Mais par contre vous avez des gens qui, oui c'est dans cette partie, qui menacent carrément les préfets en disant c'est scandaleux ce que vous faites pour les Espagnols. En fait il les menace carrément d'assassinat, le préfet là, en l'occurrence basé à Perpignan.
Bien, il y a la question aussi concernant cette guerre des brigadistes, les brigades internationales. Alors là, il y a un point intéressant qui concerne notre département, c'est qu'il y en a quand même pas mal des brigadistes qui vont passer par les Hautes-Pyrénées. Un petit point général, on oscille entre, alors selon les historiens, 30 000 à 60 000 brigadistes sur l'ensemble du conflit. On a quand même une idée plus précise sur les brigadistes en 36-37, où là, donc, les historiens s'accordent sur 30 000. Il y a 9 000 Français sur ces 30 000. Vous avez ensuite 3 000 Polonais et 3 000 Italiens, puis après on passe plutôt à 2 000, et là vous avez des Américains, vous avez des Britanniques, vous avez des Belges, et vous avez des apatrides. Parce qu'évidemment, vous avez une partie des Allemands, certains Juifs qui ont perdu la nationalité, qui vont combattre le fascisme en Espagne, d'autant plus qu'il y a des nazis, qu'il y a des Espagnols, et qui traversent la frontière pour aller se battre donc, pour la République espagnole. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Vous pouvez aussi nous encourager en cliquant sur le pouce vers le haut. Les commentaires de soutien sont également les bienvenus. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner. Merci et à bientôt.